Donc je suis chargé en un petit quart d'heure, 20 minutes, de faire un tour d'horizon européen de la question avec un intitulé qui m'a, comment dire, en travaillant sur ce matin, posé quelques questions. Droits de l'homme, est-ce que c'est soluble les droits de l'homme? Est-ce que c'est soluble dans l'algorithme? C'était un peu comme ça, challenging peut-être, comme chose. Mais peut-être, ce qui est important quand on parle d'une part d'Europe, là, ce n'est pas une carte tout à fait mondiale, mais c'est important de voir que ces sujets-là, on ne pourra pas les aborder sans faire un aller-retour entre la situation européenne et la situation mondiale. Voilà. Et quand on parle de droits de l'homme, c'est peut-être intéressant de voir qu'il faut qu'on complexifie un peu notre réflexion sur les droits de l'homme, parce qu'on part souvent d'Europe d'une vision assez eurocentrée, parce qu'on serait un peu propriétaire des questions des droits de l'homme, parce qu'on serait l'endroit où ça s'est pensé, fondé, nous en serions les garants et les gardiens. Peut-être aujourd'hui, il y a une réflexion à conduire, c'est pas le lieu, mais c'est pour donner un ensemble de l'ampleur de réflexion à conduire, sur peut-être un moment où nous passons de l'universalisme à désuniversalisme, quelque chose qui est plus compliqué à peut-être gérer de ce que sont les droits fondamentaux universels. Et sur les droits de l'homme, nous sommes aussi devant des mutations où il faut aussi peut-être aller frotter ça avec des traditions historiques et politiques différentes. Ça, c'est l'arrière-plan aujourd'hui mondial de ces questions-là. On le voit sur tous les sujets de société. Si nous prenons par exemple, vous avez évoqué des questions féministes, ou vous avez parlé des questions féministes, nous sommes aujourd'hui devant les mêmes enjeux. Comment aller refrotter l'ensemble des appareils de réflexion, des appareils publics, à des traditions politiques, culturelles différentes. Donc sur la question des droits de l'homme, on est au même endroit. Deuxième sujet sur la question des droits de l'homme, c'est de ne pas confondre ce qui est de l'ordre de la tuyauterie, les textes, les lois, tout un ensemble d'appareils, et on va dire l'esprit de la loi. Le problème aujourd'hui en Europe, ce n'est pas encore l'atteinte au tuyau. Nous avons une charte fondamentale qui garantit nos droits. Il y a quelques tentatives d'atteinte aux droits ou de modifier ces droits. Bien évidemment, on va stigmatiser assez vite, et à juste raison, la Hongrie ou aujourd'hui en Pologne, mais on a quelques atteintes, si vous suivez les jugements de la Cour pénale européenne sur les droits de l'homme, dans lequel notre pays n'est pas exempt. Nous sommes condamnés, nous avons été condamnés encore récemment sur quelques exactions policières. Nous sommes devant aussi des éléments très bouleversants qui arrivent par la question du terrorisme, donc qui sont en train de remanier l'ensemble de ces textes. Mais le problème, c'est plutôt, on va dire, les valeurs politiques. Si on a des tuyaux, on peut les utiliser de manière différente. Aujourd'hui, la Hongrie, par exemple, utilise ces tuyaux pour faire autre chose. Donc on a quelque chose qui est fondamentalement nos tuyaux, et peut-être l'état d'esprit autour des droits de l'homme et notre conception des droits de l'homme qui s'est nourrie depuis quelques siècles quand même d'une réflexion longue, lente d'émancipation des questions humaines. Et aujourd'hui, si on regarde cette carte qui est la carte par exemple, du populisme en Europe, on voit que malgré tous nos tuyaux, l'état d'esprit n'y est plus tout à fait. Il y a quelque chose qu'il nous faut reprendre dans fondamentalement comment nous posons et nos valeurs et comment nous nous posons dans le monde. Alors si on parle, est-ce que c'est solvable dans les algorithmes? C'est déjà solvable ou soluble, pardon, dans autre chose que l'algorithme. C'est en train d'être profondément discuté, attaqué, remis en cause, et c'est pas du fantasme. Si vous suivez par exemple l'actualité polonaise, pour reprendre les endroits où c'est assez tendu aujourd'hui, entre l'atteinte à un certain nombre de droits acquis, l'expression de, par exemple, l'extrême droite polonaise qui passe maintenant de quelques frontières, on est vraiment devant des expressions extrêmement racistes, extrêmement hétérophobes, tout un ensemble de notre valeurs politiques ou de nos cultures politiques qui sont aujourd'hui absolument laminées. Donc vraiment un sujet d'une actualité extraordinairement importante, à reposer de manière moins eurocentrique, mais aussi à questionner notre Europe.
C'est un peu cette grande difficulté que nous avons. Alors est-ce que ça, alors, on peut parler après droit de l'homme si vous voulez, mais je voulais juste dresser le tableau un peu général. Alors est-ce que c'est soluble dans les algorithmes? Alors c'est la deuxième partie de la question qui m'a été posée. Bon, et il me semblait important peut-être de reposer l'ampleur, là aussi, de cette question à l'enjeu, je pense, qui est posé, l'enjeu du numérique ou ces bouleversements numériques. Alors, déjà, on est quelques-uns en Europe, entre autres, vous avez un partenaire ou deux partenaires avec lesquels on travaille régulièrement. On ne parle plus tellement de ça, en fin de compte, on parle de société post-digitale d'entre nous. Alors, c'est pas parce qu'on veut faire malin et qu'on a voulu rajouter un poste, tous les postes qui existent, mais c'est peut-être pour acter très clairement le changement a eu lieu. Nous sommes dans une configuration d'une nouvelle anthropologie. C'est ça qui est intéressant. Une anthropologie après ce qu'on peut appeler une révolution, comment on dit aujourd'hui, une disruption. Voilà. Après un changement majeur qui est l'arrivée de modes de relation, de modes de communication, de modes d'interrelation des humains profondément modifiés. C'est ce qui est intéressant d'aller regarder, en tout cas ce qui nous intéresse, c'est ce post-digital, qu'est-ce que c'est en train de faire sortir l'anthropologie. Alors quand même, il faut avoir une petite idée de l'ampleur du phénomène, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même devant près de 4 milliards d'utilisateurs, une très forte connexion et interconnexion. Si on prend en Europe, on estime à peu près à 640 millions d'utilisateurs. On a vraiment un autre état. Hein, on est, alors c'est souvent quand on va dans quelques réunions, ça doit vous arriver, vous êtes très connaisseurs des choses, mais on est souvent dans des réunions où on nous dit le numérique qui arrive, ou voilà, le numérique il est derrière depuis longtemps, et nous sommes en train de réinventer une anthropologie, dont un système politique, dont des gouvernances publiques, dont ça. Et c'est pas un ça qui va arriver, mais un ça qui est là, et des fois, nos réflexions de politique publique, on peut se dire qu'elles sont assez loin et assez, comment dire, un peu en retard au regard des modifications des usages et de la structure sociale. Quand même deux petits chiffres avant de rentrer peut-être dans les solutions que ça nous pose en termes culturels, c'est que tout ça, ça se passe dans le monde, et qu'en Europe, on a une situation particulière autour du numérique. Là, ce sont les capitalisations boursières des entreprises du numérique. Alors en rouge, ce sont les États-Unis, en gris, principalement la Chine, hein, mais les autres. Et la petite partie noire, c'est la capitalisation que nous, Européens, nous avons fait dans ce moment numérique. Donc grosso modo, ça veut dire qu'à peu près tout ce que nous utilisons est américain, hein, pour être un peu dans la caricature. Voyons peut-être les logiciels que chacun a, les téléphones que chacun a, etc. Donc on est aussi dans un moment où nous devons le penser dans un déséquilibre de qui a pris en main les outils. Alors en matière culturelle, mon boulot de tous les jours, c'est de réfléchir comment, en termes européens, on fait passer l'idée que devant Netflix, par exemple, c'est pas la loi qui va régler le problème, c'est pas l'interdiction d'aller regarder des choses sur Netflix qui va régler le problème, c'est pas l'interdiction de pirater tel truc, parce que si on va pas Netflix, on ira ailleurs. C'est bien d'essayer d'imaginer de nouveaux modes de rapport aux images, de nouveaux modes de rapport à la culture, etc., etc. Et donc de nouveaux acteurs. Puis un autre petit chiffre, juste pour se dire que le passage du Mac au PC modifie les choses, mais bon, c'est pas grave. C'est aussi, on peut se dire, bon, bah, ça, c'est pas très grave, c'est encore un problème de tuyau, mais nous, on est super fort sur les contenus. Hein, nous, l'Europe imaginative, l'Europe créative, l'Europe innovante, etc. Donc, comment, qu'est-ce qu'on regarde sur Internet 70%, si on prend les 50 sites les plus consultés, ça parle de tout seul, hein, 72% sont états-uniens, 22% chinois, dont des grands commerçants, des grands e-commerce qui est en train de se restructurer en Chine. Le reste est russe. Et sur cette carte, c'est encore plus intéressant parce que c'est où est l'Europe, hein. Alors l'Europe est le petit trait noir, hein, entre le vert foncé et le rouge. Donc on a un vrai enjeu de poser ces questions. C'est pas tellement un problème de guerre économique, c'est un problème d'usage, un problème d'accès symbolique. C'est-à-dire que quand vous avez ce type de choses, les images, les tuyaux ne sont pas notre propriété d'Européens, mais les producteurs symboliques ne sont pas des propriétés européennes et ne sont pas là pour faire de la production symbolique européenne ou française. Donc on est devant ce moment où cette question du soluble se pose dans un monde qui
pose des questions fondamentales de redéfinition de nos valeurs, de nos éthiques et de nos politiques publiques, et des usages, des outils qui accentuent la tension entre ces deux choses. Alors sans, qui passe, hein, sans vouloir rentrer dans la magie, il y a quand même peut-être quelques solutions qu'il faudrait entreprendre. On va essayer de se dire qu'à travers des projets comme le vôtre, ça nous pose un certain nombre de questions. La première, c'est il faut s'attaquer, alors ça va peut-être faire un peu marxiste, un peu marxien, il faudrait s'attaquer, il faut savoir différencier ce qu'est de l'ordre de l'infrastructure et de la substance. On a des modifications de l'infrastructure. L'infrastructure, grosso modo, c'est, pour ceux qui ont un petit cours de philosophie politique, c'est tout ce qui concerne les forces de production. Hein, nous avons un problème là-dedans de mutation des forces de production. Alors, on parle beaucoup d'ubérisation, ça c'est façon de s'en saisir, c'est facile, c'est concret, mais on est devant quelque chose qui se dissocie d'une nature du travail, une transformation du travail, et une transformation du paiement du travail, de la rémunération du travail. Et ça, c'est une tension très très grande. Et quand on parle de droits humains en général, quand on a une bonne partie du droit qui s'appuie sur sa condition sociale, sur son statut social, ben, ces deux modifications-là, elles sont tout à fait importantes. Elles sont importantes d'une part parce qu'il y a une grande vague d'exclusion de ces transformations qui est aussi en train de se produire. Beaucoup d'usagers, mais beaucoup de gens en rupture de l'usage. Hein. Donc quand vous avez ces transformations-là, aussi puissantes, on est devant du chahut, plus que du chahut, du trouble profond. Il faudrait regarder donc l'ensemble des infrastructures, et je pense qu'à travers le projet, vous avez exploré un certain nombre de ces choses, de l'infrastructure, de comment on produit, de comment sont les conditions du travail, de comment sont, dans un endroit où le secteur culturel, on est plutôt pas mal, on est plutôt des champions du travail précaire, comment quelque chose dans ce ce travail précaire est encore un peu plus dans des transformations qui pour l'instant créent plutôt de précarité. Puis l'autre côté qu'il faut qu'on examine dedans, c'est effectivement ce qu'on appelait la superstructure. Alors, la superstructure, c'est quoi? C'est les lois, les institutions, la philosophie politique, l'éthique, la morale, un ensemble de choses qui sont aujourd'hui très très peu mises au débat. Si vous connaissez des endroits réguliers où on parle des questions philosophiques et morales et éthiques qui se posent derrière ces transformations, on est dans un joyeux mélange. On parle du travail, on mélange un peu tout dans une soupe. Il faut bien qu'on regarde, qu'on avance, qu'on clarifie le débat et que l'on ouvre tous ces chantiers. Alors je pense que Chic ouvre tous ces chantiers à sa façon, parce que... Hein, n'y répond pas tout à fait, mais il pose les questions. Alors, le problème pour y répondre aujourd'hui, c'est qu'il faut y répondre avec beaucoup de modestie. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ça se répond au niveau mondial. Alors ça, il faut être un peu modeste. Aller discuter avec les Chinois d'éthique du net, c'est quand même un chantier un peu lourd. Ils ne nous attendent pas. Hein. Et puis, il y a aussi, c'est qu'on ne sait pas formuler les réponses. Ça, c'est peut-être le plus important dans Chic, par exemple. C'est que, comme on ne sait pas formuler les réponses, il faut peut-être aller les expérimenter, voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme voie? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme voie en partant non plus de grands dessins, grandes projections, mais de voies par des usages, des inventions sur le terrain, des groupes qui, tout d'un coup, ouvrent une petite porte qui peut s'avérer une porte vraiment tout à fait majeure. Ça, je pense que c'est là où je crois que l'enjeu de tous ces projets aujourd'hui, en tout cas nous de notre côté, on essaie d'observer ça, c'est vraiment important. Donc qu'est-ce qui pourrait donc se poser, hein, essayer de formuler ou de créer les endroits du débat éthique et politique. Et pour faire ça, on peut rentrer par l'impressionnisme, c'est-à-dire on peut reconvoquer les grands théoriciens, ou on peut convoquer l'expérience, ce qui est peut-être plus intéressant, et puis aussi de voir que nous avons un nouveau problème, c'est que la gouvernance s'appuie sur la maîtrise des data. Ça, c'est ce qui est très nouveau. Quand on est Émile Zola, on peut attaquer frontalement l'ordre social, l'ordre politique, la morale politique. C'est du grand récit
avec du souffle, et parce qu'on a ces possibilités-là. Aujourd'hui, Émile Zola aurait besoin de maîtriser les big data. Parce qu'il faut peut-être appuyer ce que nous avons à dire sur des faits. Et là, est-ce que c'est soluble? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les data et les data produits par les pouvoirs publics servent au pouvoir public. C'est normal. C'est normal et un peu difficile avec la démocratie. Alors, tout à l'heure, on avait une présentation de ce qui est fait, je crois, aux archives nationales pour que ces données, on va dire en général, servent à la vie citoyenne et politique, mais bon, l'essentiel des data ne sert pas à ça. L'essentiel des data sert à gouverner. Alors si on parle droit des personnes et data publique, la tentation, c'est ce que j'ai fait, est assez grande, c'est de regarder les data de la police, par exemple. C'est peut-être là que c'est assez grand. Bon, si on regarde les data de la police, elles ne sont pas faites pour faire de la citoyenneté aujourd'hui, en clair. Elles sont faites pour prouver l'efficacité des forces de police. En 10 ans, par exemple, sur le nombre de personnes tuées par la police, il est impossible de savoir combien de personnes étaient armées ou désarmées. C'est important en tant que citoyen de savoir ce genre de renseignements, savoir ce genre d'informations. 47 personnes. Et en plus, si on les met au niveau mondial, on s'aperçoit que le niveau de violence policière, parce qu'on est dans une actualité où la France était un peu épinglée pour des questions de violence policière, le niveau de violence policière est assez élevé en fait, en Europe et assez élevé en France par rapport au reste de l'Europe. Donc c'est des données en tant que citoyen importantes. Ça ne s'agit pas de critiquer la police, c'est pas ça, mais en tant que citoyen, j'ai besoin de savoir ce que fait cette police. Et ça, il n'y a pas les datas. Alors le problème qui nous est posé, c'est regardons les datas, utilisons les datas qui nous sont produits, mais qui sont surtout, si nous voulons reprendre de main sur la vie politique, sur l'éthique politique, sur le débat politique et sur le récit politique et culturel, il faut produire nos datas. Si nous ne produisons pas nos datas, nous n'y arriverons pas. Ou nous n'y arriverons pas, en tant que société civile. Alors où est-ce que ça se passe? Ça dira, oui, mais c'est des enjeux mondiaux, des enjeux énormes. Et on regarde que là où on commence à produire des datas, on commence à avoir de l'effet. Prenons 2 exemples. Peut-être un exemple que vous connaissez qui est Migrant File, qui est un site plutôt de journalistes. C'est vrai que c'est une question qui part, il faut qu'on regarde du côté de la presse, parce que c'est peut-être là qu'ils se sont posés un petit peu plus rapidement la question du milieu culturel. Migrant File, c'est de produire des datas sur la migration par nous-mêmes. Et entre autres, ils ont fait une chose absolument, pour moi, fantastique, qui est de recenser le nombre de morts. Travail simple, hyper simple. C'est je reprends jour par jour depuis 2000 combien de morts à nos frontières. Aujourd'hui, on est, vous savez, devant le fait qu'on a une des frontières les plus mortelles au sud. Dans le monde, il n'y a pas plus mortel que cette frontière méditerranéenne. Il faut se resituer aussi ces lignes de fracture. Et ça, la société a besoin de ces datas. Il faut qu'on les produise, qu'on les mette. Il faut même un autre travail encore un peu, alors là, qui est plus de la data, qui est un autre type de data, qui est de mettre des noms sur les morts. C'est quand même un travail assez conséquent. Et donc là, on a l'exemple d'une société qui se réapproprie ces datas et de ces datas est capable de rentrer dans un autre récit. On n'est plus à l'époque où voilà, on a besoin d'Émile Zola, mais on a besoin de nourrir Émile Zola de data. Et deuxième exemple qui vient aussi de la presse, c'est l'ensemble des observatoires citoyens en presse et société civile qui sont en train d'émerger. Alors, soit observatoire des politiques locales, c'est pas toujours marrant pour un élu, par exemple, il y a eu quelques observatoires comme ça, plutôt dans le nord de l'Europe, où on recense tout ce qui ne va pas dans une ville. Ouais, donc du trou dans le trottoir qui n'est toujours pas réparé, la garderie qui dysfonctionne, etc. Tous ces outils qui sont de l'observation, c'est juste pas des poubelles à mauvaise humeur ou à idées politiques bizarres, sont simplement des citoyens qui nomment et disent, voilà, sur ces faits-là, notre ville ou notre vivre ensemble doit s'organiser autrement. Et ça, je crois que c'est un peu des voies qui nous sont montrées, qui existent, en tout cas pour ce qui me concerne dans le secteur culturel, sont assez peu ouvertes, en tout cas de manière concrète. Et donc quand on a des projets comme celui-ci, on est plutôt très content. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que au niveau communautaire,
On est toujours devant une tension. Alors on aime bien regarder l'Union. Hein. C'est-à-dire l'Union, c'est le truc libéral, affreux. Nous avons des gilets Kevlar dessous, nous, on ne pas se faire canarder. Mais quand on regarde ce que sont les outils communautaires, ils permettent de se saisir de ces enjeux. Il n'y a pas beaucoup d'outils dans les politiques publiques qui permettent d'avoir une petite expérimentation sur ça ou ça. Et les outils communautaires réellement le permettent. Si vous prenez deux principaux programmes qui sont Europe Créative et un programme qui s'appelle le programme de recherche qui est Horizon 2020, c'est ouvrir des voies de ce côté-ci. Il n'y aura pas que ces voies-là qui sont ouvertes, parce qu'il y a d'autres acteurs qui ouvrent de voies, mais on peut rentrer pleinement dans ce débat et très concrètement dans ce débat en y concevant, c'est l'exemple de Chic, des projets qui explorent la question des commons, la question des droits, la question de l'évolution du droit. Et on va avoir un certain nombre de choses qu'il faut saisir. Par exemple, une très grande interrogation sur l'immigration qui traverse l'Europe. On peut faire des liens entre la destruction des valeurs politiques et le fantasme sur les questions migratoires. Et il faut ramener de l'objectivité sur les questions migratoires. C'est la position de l'Union. Ramenons de l'objectivité sur les questions migratoires. L'ensemble des études de l'Union nous montre en plus qu'il faudrait qu'on accueille entre 100 et 120 millions de personnes. Donc, si vous avez un homme politique, quel qu'il soit, et de meilleure volonté qu'il soit, dit ça dans une réunion, il est chahuté. Mais nous avons besoin d'immigration, nous avons besoin fortement d'immigration. Mais il faut savoir, là, l'objectiver. Il faut savoir ne plus être dans cet impressionnisme délirant sur la question de l'immigration. Il faut donc renvoyer de la data. Alors, c'est un endroit qu'on peut saisir. Il faut renvoyer de la data sur les questions de numérisation. Il faut renvoyer de la data sur les questions de transformation économique. Il faut renvoyer de la data sur les questions de transformation et confrontation des objets scientifiques, etc., etc. Alors, il faut s'en saisir. Chic s'en est saisi, à d'autres de s'en saisir, et nous sommes à votre disposition pour arriver à s'en saisir ensemble. Voilà.